Pâle Noir de Max van der Veer. Douglas et Jeanne Richter sont étendus côte à côte dans leur chaise longue. La main de Douglas vient se poser sur l'épaule de sa femme et caresse sa peau fraîche et satinée. « Ça va, ma gazelle ?»« Très bien, chérie, très bien, » répond Jeanne. « Je crois que notre séjour ici va être très réussi. » Douglas approuve. Ce sera un petit chef-d'œuvre. Un long silence s'instaure. Jeanne saisit la main de son mari et il reste ainsi, parfaitement détendu et heureux, dans la nuit qui est maintenant presque complètement tombée. Puis, d'un mouvement vif, la jeune femme jaillit de son siège. « Il est temps que j'aille me faire une beauté, dit-elle. Tu n'as pas oublié que nous avions rendez-vous dans une demi-heure pour dîner avec Margot et Jeanne. »« Oh, la barbe !» s'exclame Douglas. « Je n'ai envie de voir personne. Je suis si bien ici. »« Allez, allez, paresseux, » dit la jeune femme. « Il faut rentrer. » Douglas se lève en poussant un soupir résigné et suit sa compagne. Main dans la main, ils arrivent au pied du lourd bâtiment de l'hôtel. C'est une construction vieillotte et cossue, avec de larges balcons qui courent le long de la façade à hauteur du 2e et du 3e étage. Un escalier extérieur permet d'y accéder directement. C'est le chemin qu'ils empruntent. À cette heure qui précède le dîner, on distingue, appuyées aux balustrades, les formes vagues des clients qui prennent le frais et qu'on repère grâce au bout rougeoyant de leurs cigarettes. Lorsque le jeune couple arrive devant la porte-fenêtre de leur chambre, Douglas s'immobilise. « Je t'attends là, chérie, en grillant une cigarette. Ne sois pas trop longue. » Tandis que sa femme entre dans la chambre, Douglas s'installe sur une chaise et, tout en fumant, regarde le ciel étoilé. Une impression de quiétude, de bonheur tranquille imprègne l'atmosphère. Quel dommage de devoir descendre dans la salle à manger, de se mêler à toute cette foule. Un petit dîner d'amoureux dans la chambre aurait mieux convenu à Douglas. Mais voilà, sa femme se fait des nouveaux amis avec une facilité déconcertante. Elle a vraiment le don des relations humaines. Ils ne sont là que depuis 3 jours et déjà, Jeanne et Margot Titane sont devenues une paire d'amis, bavardant interminablement, se faisant des confidences comme si elles se connaissaient depuis l'enfance. Il faut dire que Margot est vraiment très sympathique. C'est une belle femme d'une 30aine d'années, au comportement plein d'aisance et de distinction. En ce qui concerne Jacques Lemarche, son compagnon, Douglas est plus réticent. Ce beau garçon lui fait penser à un gigolo. On se demande d'ailleurs ce qu'un ancien coiffeur et cette représentante de la bonne société font ensemble. Sur le balcon, plusieurs personnes passent devant Douglas en se rendant dans la salle à manger. Celui-ci regarde sa montre. Il est déjà 9h moins 20. Leurs amis doivent les attendre depuis au moins 10 minutes. Aussi, il s'approche de la porte de la chambre et appelle « Jeanne, Jeanne, tu es bientôt prête ?»« Encore 5 minutes, mon chéri, » répond la jeune femme. « 5 minutes, pas plus !» concède Douglas sous l'œil amusé des clients qui vont prendre leur repas. Il a le temps de fumer encore une cigarette avant que Jeanne n'ouvre la porte. « Voilà, je suis prête. » dit-elle en faisant une pirouette pour faire admirer sa robe. Une petite chose ravissante en mousseline bleue qui s'accorde admirablement à la couleur de ses yeux. Douglas dépose un baiser sur le nez de son épouse et l'entraîne aussitôt vers l'escalier. Quand ils arrivent dans la salle à manger, ils sont surpris de ne pas trouver leurs amis. « Eh ben, Margot doit prendre encore plus de temps que toi pour se faire une beauté, » remarque Douglas. Le couple s'installe à une table pour 4 et commande un cocktail. Et Jacques Lemarche, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore là?
Peut-être est-il au bar, ou bien, ne voyant pas Margot arriver, est-il monté la chercher. À 9h05, Douglas se rend à la réception et demande à entrer en communication avec la chambre de Margot, mais personne ne répond. Il essaie alors de joindre Jacques Lemarche, sans plus de succès. Mais qu'est-ce que ça signifie? Sont-ils allés dîner à l'extérieur en oubliant le rendez-vous? Quand le groom qu'on a envoyé au garage vérifier la présence des voitures de Margot et Jacques revient en disant qu'elles sont toujours là, le directeur de l'hôtel est alerté. En compagnie de Jeanne et Douglas, il se rend au 3e étage jusqu'à la chambre de Margot et ouvre la porte avec le passe-partout. Margot Titane est étendue, morte, sur le carrelage de la salle de bain. Un déshabillé vaporeux recouvre à peine son corps, uniquement revêtu d'un soutien-gorge en dentelle noire et d'un minuscule slip de la même matière. Son visage, à l'expression figée, est parfaitement maquillé. Sa coiffure aussi est particulièrement soignée et ses magnifiques cheveux auburn sont réunis au sommet de son crâne en un superbe chignon qui, en la circonstance, paraît un peu incongru. Manifestement, elle venait de mettre la dernière main à ce chef-d'œuvre quand l'assassin est arrivé et lui a fait cette plaie minuscule sous le sein droit. Un coup de poignard, probablement. Qui aurait cru que dans ce paisible et luxueux hôtel, un pareil drame pourrait survenir? Qui a tué Margot Titane, l'élégante jeune femme dont Jeanne et Douglas Richter viennent de faire connaissance? Jeanne s'agenouille auprès de son ami et d'un geste enfantin met sa main devant sa bouche pour dissimuler ses lèvres qui commencent à trembler. Ne reste pas là, lui conseille Douglas. Va dans notre chambre pour te reposer, ma chérie. Oui, madame, ne restez pas là, insiste le directeur de l'hôtel. Jeanne se relève et se dirige vers la porte. Et Jacques Lemarche, s'écrie-t-elle tout à coup. Où est-il? On va s'en occuper, promet Douglas. Allez, va t'étendre, ma chérie. Quand la jeune femme est sortie, le directeur regarde le cadavre de sa cliente avec un air si désemparé que Douglas prend la direction des opérations. Ma femme a raison, monsieur. Envoyez quelqu'un voir ce qui se passe dans la chambre de Lemarche. Peut-être lui aussi est-il... Téléphonez à la police. Pendant que le directeur obéit, Douglas regarde autour de lui. Rien dans le décor ne pourrait laisser supposer qu'un drame aussi affreux vient de se produire. Sur la coiffeuse, les divers flacons de maquillage sont parfaitement alignés. Seuls, un peigne et une brosse n'ont pas été remis à leur place. Douglas se dirige soudain vers quelque chose qui brille faiblement sur le carrelage au pied du lavabo. En se penchant, il découvre que c'est une chaîne d'or constituée de maillons assez épais. Il s'apprête à signaler l'objet au directeur quand la porte de la chambre s'ouvre. Jacques Lemarche entre, accompagné de 2 employés de l'hôtel. Le belâtre est livide et apparemment furieux. « Que voulez-vous, monsieur ?» dit-il en s'adressant au directeur. « C'est inadmissible à la fin de traiter un client de cette manière. On m'a littéralement obligé à venir ici et j'ai vraiment autre chose à faire. Je dois rentrer d'urgence à New York. » Il était en train de boucler sa valise et n'avait pas encore demandé sa note à la réception, explique l'un des employés. « Mais j'allais le faire !» proteste Lemarche. Jusque-là, ses yeux sont obstinément restés fixés sur le directeur, comme s'il voulait éviter de regarder le cadavre qu'on aperçoit très bien par la porte ouverte de la salle de bain. « Aviez-vous prévenu Miss Titane de votre départ ?» demande Douglas. Lemarche consent alors à lui jeter un coup d'œil rapide. « Bien sûr, je lui avais téléphoné. Pourquoi ?» Le ton avec lequel il a prononcé ces dernières paroles sonne vraiment faux. Et plus encore, la manière dont il tourne ensuite les yeux vers la salle de bain pour les poser sur le cadavre de Margot. Son visage exprime la stupeur, puis le chagrin à la manière grandiloquente d'un acteur du cinéma muet.
Il est manifeste qu'il joue la comédie. Que s'est-il passé? Qui a fait cela? Crie-t-il en se dirigeant vers le corps de son ami. Douglas se précipite pour l'empêcher de s'effondrer sur elle. Ne la touchez pas! La police doit pouvoir l'examiner telle qu'elle est maintenant. Le shérif entre dans la pièce juste pour entendre les paroles de Douglas et approuve. C'est un homme à la mise négligée qui paraît déplacé dans le décor luxueux de l'hôtel. Cependant, il ne semble pas en éprouver de gêne et commence son travail d'enquête en traitant tout le monde avec un petit ton supérieur et désinvolte. Il accueille les lamentations du directeur avec indifférence et s'impatiente un peu devant ses explications embrouillées. « Bon, cherchons le mobile », s'écrie-t-il ensuite. « Amour ou argent, voilà les deux principales causes des crimes. Commençons par l'amour. » Douglas doit expliquer qu'il ne connaissait Margot Titane que depuis très peu de temps. Simple relation d'hôtel, précise-t-il. Une femme charmante d'ailleurs, mais quand vous verrez la mienne, vous comprendrez que je ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et vous, monsieur Lemarche, quelles étaient vos relations avec la morte? Demande le policier. Je me considérais comme son chevalier servant, un ami, et c'est tout, répond ce dernier. Mais il semble terrorisé. Douglas ne peut s'empêcher de sourire. L'idée d'un Jacques Lemarche tuant par passion est particulièrement invraisemblable. Un homme comme lui n'éprouve jamais de sentiments très forts vis-à-vis d'une femme, ni d'ailleurs de personne. Il n'aime que lui, c'est évident. Il n'aime que son confort et ses petits plaisirs. Bon, passons à l'argent, décide le représentant de la loi. Miss Titane avait-elle une somme importante dans cette chambre ou des bijoux? Douglas intervient pour désigner la chaîne d'or sur le carrelage. Aussitôt, Lemarche ouvre de grands yeux. « C'est la chaîne à laquelle Margot suspendait l'opale noire !» s'écrie-t-il. « Je crois qu'elle devait la mettre ce soir. Je l'avais entendu demander qu'on la retire du coffre et qu'on la lui monte. C'était un bijou d'une très grande valeur. » Et vous n'avez pas pensé à nous fournir plutôt ce détail? S'étonne le shérif. Mais, balbutie Lemarche, je n'y ai plus pensé. Je suis tellement bouleversé. C'est en voyant la chaîne que ça m'est revenu. Et je vous l'ai dit spontanément. Une suprême astuce, grogne le shérif. Je crois que je vais pousser plus avant votre interrogatoire, monsieur Lemarche. Il se tourne vers le directeur de l'hôtel et lui demande de veiller à ce qu'aucun client ni employé ne quitte l'hôtel jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, il le renvoie, ainsi que Douglas. Celui-ci, avant de sortir, jette un dernier regard à Margot, qui semble toujours aussi paisible, avec son visage maquillé et son casque de cheveux roux parfaitement ordonné. Quand il rentre dans sa chambre, Jeanne est étendue dans la pénombre, mais elle ne dort pas. Sa jolie voix claire, où l'on décèle une légère trace d'anxiété, lui parvient aussitôt. « Ça va, chérie ?»« Oui, ma petite gazelle, ça va. » répond-il en s'asseyant sur le lit. Il se penche et embrasse les lèvres douces de sa femme. « Finalement, dit-il, finalement, ce n'est pas un hôtel aussi merveilleux que ça. Dès que nous le pourrons, quand l'enquête sera terminée, nous partirons, ma gazelle. »« Mais ça peut durer longtemps ?» se plaint Jeanne. « Non, je ne crois pas, » répond Douglas. Le shérif est un type très efficace. Il semble qu'il possède déjà le mobile du crime. Le vol d'une opale noire que Margot avait fait sortir du coffre ce soir. Un bon suspect également, Jacques Lemarche. Cet idiot s'est laissé surprendre alors qu'il essayait de filer en douce. Et apparemment, il connaissait l'existence du bijou. En effet, il m'a tout l'air d'être en mauvaise posture, dit Jeanne. Elle se redresse ensuite sur ses coudes. J'ai faim. Est-ce que nous ne pourrions pas nous faire monter un petit encas sans paraître trop manquer de cœur? Bien sûr, répond son mari. Pourquoi pas? D'ailleurs, Margot n'était qu'une simple relation. Le couple vient à peine de terminer un délicieux petit repas arrosé de vin français
quand le shérif et ses deux adjoints frappent à la porte. Ils viennent fouiller la chambre. Apparemment, la perquisition menée dans celle de Lemarche n'a rien donné. Faites votre devoir, shérif, dit la jeune femme. Oh, comme je voudrais que vous trouviez vite l'assassin de cette pauvre Margot. Je ne la connaissais pas depuis longtemps, mais je l'aimais déjà énormément. Jeanne semble prête à se remettre à pleurer et Douglas la prend dans ses bras pour la réconforter. Elle est si attendrissante que le shérif en perd quelque peu son air indifférent. Ouais, je comprends, madame. Ça a dû vous faire un choc. Nous n'allons pas vous déranger longtemps, ne vous inquiétez pas. Simple routine. En effet, 10 minutes plus tard, les trois hommes quittent la chambre. Comme il est plus de minuit, le couple décide de se coucher. Douglas commence à s'endormir quand il est réveillé par la sonnerie du téléphone. À tâtons, il décroche le combiné et entend la voix de Lemarche à l'autre bout du fil. Allô? Richter? J'aimerais bien vous voir, tout de suite. Me voir, moi? Mais pourquoi? Demande Douglas. Vous êtes vraiment la seule personne que j'ai envie de voir. La seule personne qui pourra me comprendre. Le mari de Jeanne se décide brusquement. D'accord, j'arrive, dit-il avant de raccrocher. Puis il se lève et, tout en mettant sa femme au courant, s'habille rapidement. Sois prudent, conseille Jeanne. Avec ce genre de type, on ne sait jamais. Oui, ne t'inquiète pas, je ferai attention, promet son mari. Mais j'aime mieux aller voir ce qu'il a dans le ventre. Avant de sortir par le balcon pour rejoindre la chambre de Lemarche, il éteint la lumière. Jeanne reste allongée dans le noir, les yeux grands ouverts. L'inquiétude la pousse à se tourner et à se retourner sans cesse. Enfin, au bout d'une demi-heure, Douglas est de retour. Ça va, chérie? Demande-t-elle aussitôt. Mais oui, ma gazelle. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il voulait? Hein? Rien de précis. Il paraissait juste un peu dépressif. J'ai fait de mon mieux pour le réconforter. Finalement, remarque Jeanne, il était sans doute plus attaché à Margot qu'on aurait pu le croire. La nature humaine est meilleure qu'on ne le pense généralement, répond Douglas en se glissant dans les draps. C'est le valet de chambre qui, le lendemain matin, en apportant le petit déjeuner, leur apprend la nouvelle. Jacques Lemarche a été retrouvé mort dans son lit, une balle de revolver dans le crâne. Un nouveau crime, s'écrie Jeanne. Non, madame, répond le domestique. Non, un suicide. Il a laissé une lettre où il explique tout. C'est lui qui a tué mademoiselle Titane pour lui voler son opale noir. Mais quand il a compris que le shérif le soupçonnait et qu'il allait être pris, il n'a pas supporté cette idée et il a préféré se supprimer. Pauvre type. Il s'était embarqué dans un coup trop gros pour lui, remarque Douglas. Au fait, et l'opale, est-ce qu'on l'a retrouvé? Demande Jeanne. Le domestique pouffe de rire. Oh, mais non, et c'est ça le plus drôle. Dans sa lettre, il explique à la fin que, puisqu'il ne pouvait pas en profiter, il a préféré la faire disparaître en la jetant dans les WC. Alors, on a appelé un plombier d'urgence et il est déjà en train de sonder tous les tuyaux. Mais, à mon avis, ils trouveront rien. Jeanne se retourne et regarde son mari. Ce Jacques Lemarche était vraiment un type peu sympathique, dit-elle. Enfin, comment peut-on terminer sa vie par un acte aussi égoïste? Toute cette histoire est finie maintenant, dit Douglas. Ma petite gazelle va pouvoir profiter pleinement du soleil et de la mer. La jeune femme repousse subitement le plateau et se lève. Oui, mais ailleurs. Je ne resterai pas un jour de plus ici. D'un pas décidé, elle se dirige vers la salle de bain. Avant d'y pénétrer, elle s'adresse au serveur. Envoyez-moi la femme de chambre, s'il vous plaît, afin qu'elle fasse nos valises. Une heure plus tard, Douglas et Jeanne Richter montent dans leur voiture et démarrent. Il leur reste une chose à faire avant de s'éloigner définitivement. S'arrêter à la morgue de la ville pour dire un dernier adieu à Margot. Jeanne y tient absolument et a demandé au shérif de lui accorder cette faveur, ce qu'il a fait bien volontiers. Peut-on s'opposer à un si émouvant désir?
Dans la salle froide et nue, l'employé ouvre le grand tiroir et se retire discrètement, tandis que Jeanne et Douglas se recueillent près du corps de leur ami. D'un geste tout d'abord craintif, la jeune femme caresse doucement les magnifiques cheveux de la morte. Puis, elle s'enhardit jusqu'à replacer une mèche de cheveux sur le lourd chignon. Margot, qui prenait tant soin de sa coiffure, n'aimerait pas partir pour son ultime voyage avec des cheveux en désordre. Après avoir accompli ce dernier devoir, les deux jeunes gens remontent dans leur voiture et prennent la route. Finalement, ce pauvre Lemarche nous aura rendu un grand service, dit Jeanne. Sans lui, l'enquête ne serait pas terminée. Oui, c'est vrai, ma gazelle. Il faut dire qu'il a été bien maladroit. Tout d'abord, en constatant que Margot était en retard, il est monté dans sa chambre en passant par le balcon et l'a trouvée morte. Il a tout de suite compris qu'on l'avait tuée pour voler l'opale et, de peur d'être le premier accusé, a décidé de filer, ce qui l'a rendu encore plus suspect. Maintenant qu'on peut parler librement, raconte-moi ce qu'il te voulait exactement cette nuit, interroge Jeanne. Eh bien, figure-toi, ma gazelle, que grâce à son coup d'œil d'ancien coiffeur, quand il est revenu dans la chambre la deuxième fois, il a remarqué que les mèches du chignon de Margot ne s'enroulaient pas dans leur sens habituel. Ça lui a fait comprendre que le meurtrier de Margot avait caché l'opale dans son si joli chignon. Mais pourquoi avait-il besoin de toi, mon chéri? Comme le shérif le surveillait, il ne pouvait rien faire lui-même. Alors il voulait me forcer à récupérer le bijou pour son compte. Te forcer? S'étonne Jeanne. Oui, il t'avait vu dans le couloir du 3e étage à l'heure où tu étais censé t'habiller dans ta chambre. Il avait aussi entendu des témoins affirmer qu'à cette heure-là, j'étais sur le balcon et que je te parlais à travers la porte. Bien sûr, il a vite conclu que je conversais avec une bande magnétique que nous avions préparée, tandis que tu réglais le sort de Margot. Alors, il a essayé de me faire chanter. Il se tairait à condition que je lui rende l'opale. J'ai bien été obligé d'improviser, ma gazelle. J'ai réussi à récupérer le pistolet avec lequel il me menaçait et à lui dicter sa lettre de confession avant de le faire passer de vie à trépas. Ce pauvre Jeanne. Jeanne sourit, tend son poing fermé, puis ouvre lentement la main. Sur sa paume, l'opale noire qu'elle vient de prendre à la morgue dans le chignon de Margot brille d'un éclat sombre et mystérieux. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, l'opale noire de Max van der